qu'on a parlé un petit peu du bilan de la Coupe du Monde, je vais parler un petit peu des sujets un peu plus tendus. Voilà, notamment, vous avez vu dans le titre de cette vidéo, je vais revenir sur le fameux mythe Black Blamber qu'on nous a sorti déjà en 1998. Euh, alors, tout de suite, je vais prendre des précautions oratoires. Pour moi, il ne s'agit pas de dénigrer l'équipe de France, que ce soit celle de 98 ou que ce soit celle d'aujourd'hui. C'est pas mon intention. Voilà. Moi, je veux simplement, c'est plutôt, moi, ce qui me gêne, c'est toujours le mensonge, l'instrumentalisation, voilà, c'est la manipulation. Voilà, c'est ça, c'est tout ce qu'il y a autour, tous les types de récupération qu'il peut y avoir. Et c'est vrai que moi, depuis cette époque-là, depuis l'époque où on parlait du Black Blamber, j'ai toujours vu ça comme une grosse arnaque. Et là, là, on essaie de nous le ressortir, mais bon, ça marche un petit peu moins. Mais je vais revenir là-dessus pour justement pour bien faire le point sur cette équipe soi-disant Black Blamber, mais qu'en réalité, quand on la regarde objectivement, il suffit de regarder les images. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je sais pas, voilà, on voit de travers aujourd'hui, mais bon, voilà, quand je regarde cette équipe, bah, pour moi, elle est pas Black Blamber, elle est surtout Black. Alors, voilà, j'ai rien, là aussi, je vais prendre des précautions oratoires. Je n'ai rien contre les Français d'origine africaine, d'accord? Ça, j'ai absolument rien contre eux, hein. Voilà. En plus, je vous ai dit, pour moi, il y a des Français d'origine africaine qui sont des joueurs de très grand talent. Notamment, je pense à N'Golo Kanté. Pour moi, c'est même un modèle du point de vue sportif. Il a un côté un peu Iniesta, et que j'aime beaucoup ce type de joueur. Voilà. Mais voilà, je regarde cette équipe de France et je me suis dit, mais elle ne représente pas vraiment la France. Donc toute cette instrumentalisation autour de la France Black Blamber, etc., repose quand même sur un mensonge assez gros. Et je vais décrypter, je vais dire, expliquer, enfin je vais essayer de répondre à la question que tout le monde se pose en cachette, puisqu'aujourd'hui on n'a plus le droit de se la poser ouvertement, mais je vais essayer d'y répondre euh, sans vraiment la poser, on va dire, mais bon, il faut quand même que je dise clairement les choses. Voilà, on se demande peut-être inconsciemment, puisqu'on n'a pas le droit de le dire ouvertement, pourquoi il y a autant de noirs en équipe de France et pourquoi depuis des années on en voit de plus en plus. Alors que quand je me balade dans la rue, bon à part si vous habitez boulevard Rochechouart dans le 18e arrondissement de Paris, vous vous baladez, vous habitez n'importe où en France, vous baladez dans la rue, vous voyez pas une majorité de noirs autour de vous. Vous voyez majoritairement des gens blancs, puisqu'on est en France. La France est encore, et là d'ailleurs, je vais démontrer ce que je vais expliquer dans cette vidéo, je vais démontrer que c'est comment euh, comment dire ça? Je vais démontrer que ce n'est pas en réalité, on n'est pas dans un pays aussi, comme certains pourraient le penser, envahi par l'immigration, notamment africaine, puisqu'en réalité elle est beaucoup plus marginale qu'on ne pense. Vous voyez, je vais même aller dans le sens des antiracistes pour dire que on est loin, très très loin de l'invasion qu'on peut imaginer. Statistiquement, le problème c'est qu'on ne peut pas le démontrer statistiquement, étant donné que c'est interdit de faire des chiffres statistiques là-dessus. C'est interdit par la loi. Je n'ai pas le droit. Moi, je les ai fait. J'ai fait un travail de statistiques ethniques. Voilà. Le problème c'est que c'est interdit. J'ai pas le droit de vous les publier. J'ai pas le droit de vous donner les chiffres puisque c'est interdit. Voilà. Mais bon, tout le monde sait compter, tout le monde sait faire des calculs de pourcentage. C'est pas très compliqué. Et vous pouvez, il suffit de compter les joueurs d'équipe de France, voilà, et puis vous faites votre idée vous-même. Voilà. Moi, je l'ai fait, mais j'ai pas le droit de vous dire les chiffres. Voilà. Donc, c'est vrai que tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a une surreprésentation absolument énorme des joueurs d'origine africaine, des joueurs simplement de même de couleur noire, mais ils sont surtout d'origine africaine. Parce qu'avant, ils étaient plus d'origine antillaise, les joueurs noirs de l'équipe de France, notamment en 98. Et aujourd'hui, ça a changé, c'est plus des Africains. Mais j'ai pas le droit de donner le chiffre exact. En tout cas, c'est beaucoup plus, énormément plus que la part réelle des Noirs dans la société française. Voilà, ça il faut bien comprendre. Alors, pourquoi? Pourquoi il y a ce phénomène-là? Alors, ben, je vais l'expliquer de manière simplement objective, sans que ce soit raciste ni rien du tout. Moi, je suis absolument pas raciste. Alors, je suis même moi-même, je suis d'origine étrangère et j'ai même souffert de racisme. On a tous souffert de racisme une fois dans sa vie, qu'on soit français ou pas, de toute façon, parce que ce soit le français d'origine étrangère qui a un jour dans sa vie rencontré quelqu'un qui lui a dit des choses pas très gentilles sur son origine, ou que ce soit le français de souche, qui se fait traiter de sale fromage, voilà. Enfin bon,
Voilà, ça, on a tous connu ça, qu'on soit français ou d'origine étrangère, on a tous connu des formes de racisme, et même parfois de racisme anti-gros, ou de, voilà, ou par rapport à des traits particuliers qu'on pouvait avoir, etc. Voilà. Je veux dire, ça, malheureusement, ça fait partie des mauvais côtés des hommes. Voilà. Moi, j'ai simplement, voilà, je pose la question que tout le monde se pose, mais sans vraiment le dire, c'est-à-dire, bah, c'est quand même bizarre, il y a autant de noirs. Bon, voilà, c'est tout, c'est un simple constat objectif. Donc moi, je vais expliquer simplement, vous verrez que il verrez qu'il y a une forme de discrimination en réalité en équipe de France, et vous allez être surpris de voir quel est ce type de discrimination. Voilà. Alors, je vais revenir aux années déjà de l'équipe de France. Faut pas s'imaginer qu'il y a aujourd'hui une équipe de France black blanc beurre et qu'à l'époque c'était blanc blanc blanc. Voilà. En réalité, l'équipe de France a toujours été black blanc beurre, en tout cas au moins depuis que les coupes du monde existent, au moins depuis les années 30. Oui, je vous donne un scoop, l'équipe de France dans les années 30 était déjà black blanc beurre. Voilà. Vous pouvez faire des recherches, hein, vous regardez les noms des joueurs, vous avez déjà beaucoup de, enfin une grande, on va dire que la majorité était quand même largement blanche, mais parmi eux, il y avait des immigrés, enfin des enfants d'immigrés d'origine italienne, polonaise, hein, il y avait des Espagnols qui étaient souvent des pieds noirs, hein, d'Algérie, et vous aviez aussi des gens qui étaient issus à l'époque des colonies françaises, c'était encore des colonies, hein. Il y avait, ah, donc c'était encore la France d'ailleurs, vous aviez des Africains, effectivement. Il y a notamment un joueur qui s'appelle Raoul Diagné, je sais pas si on prononce Diagné, voilà. Euh, et il y avait un peu plus tard, dans les années 50, il y a eu des joueurs qui étaient sélectionnés aussi pour des coupes du monde, comme je pense qu'il y a Abdelaziz Bentifour, voilà, des Algériens. Et, voilà, vous avez toujours eu des voilà black blanc beurre, ça a toujours été. Et ça a été comme ça jusque dans les années 80. Et c'est vers la fin des années 90 qu'on a commencé à voir la proportion de noirs augmenter de plus en plus. Voilà, c'est assez. Déjà dans les années 90, ça commençait à faire polémique. Et voilà pourquoi ça a augmenté comme ça de manière exceptionnelle dans les parties des années 90. En vérité, au-delà de la couleur de peau des gens, vous voyez, je vais au-delà de ça, il suffit de regarder jusque dans les années 80 l'origine géographique, je ne parle pas ethnique mais géographique, c'est-à-dire l'endroit où sont nés, où sont originaires, où ont grandi les différents joueurs de l'équipe de France, pour se rendre compte du vrai problème en réalité. C'est que, parce qu'il y a un problème derrière ça, il y a un vrai problème. C'est-à-dire que jusque dans les années 80, jusqu'à l'époque de Platini, je vais prendre l'exemple de Platini. Michel Platini, donc c'est un joueur qui était d'origine italienne, comme son nom l'indique, et qui est né dans une ville que peu d'entre vous connaissent, à mon avis, qui s'appelle Jeuf. Voilà, J-O-U-E-U-F, enfin J-O-E-U-F, voilà. Jeuf, c'est une petite ville ouvrière. Ah, je dis petite, bon, voilà, je crois il y a 6-7 000 habitants, pas plus, quoi. Voilà. Donc petite ville ouvrière de Meurthe-et-Moselle, hein, qui a vu naître donc Michel Platini. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous regardez, vous risquez pas de trouver un, ou très peu en tout cas de joueurs de l'équipe de France, en tout cas depuis 20 ans, hein, vous risquez de trouver très peu de joueurs de l'équipe de France nés dans une petite ville comme ça, une petite ville de province, que ce soit de Meurthe-et-Moselle, du Gers du Pas-de-Calais. Oui. Voilà, parce que simplement, ça a commencé dans les années 90. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 90 en dehors du sport? C'est tout à fait l'époque où on a commencé à avoir le problème des banlieues, qui a commencé à devenir un gros problème. C'est là qu'il y a eu les premières émeutes de banlieue. Ça a commencé d'ailleurs, je crois, dans la banlieue lyonnaise. Et du coup, euh, les différents gouvernements, notamment un peu plus tard le gouvernement socialiste, ont cherché des solutions pour endiguer ce problème des banlieues, notamment en mettant du fric dans la politique du sport et en axant la politique du sport dans ces banlieues, pour essayer d'occuper justement les banlieusards, hein, on peut les appeler, bon, avec le sport. Et le problème, c'est que le, le fait d'axer toute la politique là-dessus fait que du coup, de l'autre côté, ça se fragilise. Je vais revenir depuis toujours. Si vous regardez les grands clubs français, les grands clubs de foot français depuis toujours, ça a été les clubs ouvriers, hein, c'est-à-dire des villes assez moyennes en France,
Il y a eu une époque, il y a eu Sochaux. On va rendre compte que Sochaux a déjà été champion de France, hein, il y a très longtemps. Il y a eu le Stade de Reims, vous voyez. Il y a eu avec le Stade de Reims notamment qui allait chercher beaucoup de joueurs comme Kopa, Raymond Kopa, qui était originaire du Pas-de-Calais. Euh, vous avez comment ça s'appelle aussi Saint-Étienne, voilà, Saint-Étienne qui était aussi un club de tradition ouvrière. Et puis il y a eu encore en 98 d'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez qui a gagné le championnat de France en 98, c'était le Racing Club de Lens, aussi une petite ville ouvrière, hein, par rapport aux grandes villes françaises, je parle. Et puis il y a eu aussi le Racing Club de Lens, c'était devant le FC Metz qui a déjà gagné des titres aussi. Voilà, tout ça, ce sont des villes moyennes avec autour beaucoup de petites cités ouvrières qui fournissaient justement des footballeurs à ces clubs-là, et c'est ces clubs-là ensuite qui en faisaient des grands footballeurs, qui les formaient, qui en faisaient. Bah, c'est comme ça que Platini a commencé en jouant, en étant repéré à Nancy. Hein. Il a commencé à jouer à Nancy avant d'être ensuite à Saint-Étienne, puis ensuite à la Juventus de Turin. Voilà, et puis bien sûr avec l'équipe de France après. Alors, ça, aujourd'hui, cet ascenseur-là, qui permettait que n'importe quel joueur qui naisse dans un petit village ou dans une petite cité ouvrière de province arrive à devenir, parce qu'il y a eu aussi des villageois, hein, arrive à devenir un jour un grand joueur de l'équipe de France. C'est ce qu'on appelait l'égalité des chances, et ça a marché dans le foot jusque dans les années 90, où cette égalité des chances, on l'a confinée dans les banlieues des grandes villes françaises. Voilà, on s'est dit on va régler ce problème-là, maintenant on va tout mettre là-dessus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah d'ailleurs, les grands clubs aujourd'hui français, c'est PSG, en plus avec l'argent du Qatar derrière, mais à l'époque il n'y avait pas encore l'argent du Qatar, hein. Là depuis quelques années c'est le cas. Vous avez Marseille, Lyon, Lille, et puis Monaco, voilà, avec l'argent des Russes aussi, voilà, donc euh, vous avez les quatre plus grandes villes françaises, vous voyez, voilà. Et voilà, les villes les plus grandes, donc les plus riches, et c'est ça aujourd'hui qui fait que, c'est là que se passe le foot aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que vous avez beaucoup de joueurs, on nous explique ça comme la réussite pour cette France black blanc beurre, mais en réalité, elle est surtout black simplement parce que ce sont des banlieues où vous avez la proportion des Noirs qui est très importante. C'est là où se concentre toute la population d'origine africaine. Voilà, donc c'est pas étonnant de les revoir après en équipe de France. Vous voyez, c'est ça le mécanisme qui fait qu'on a eu de plus en plus de Noirs en équipe de France. C'est simplement une politique du foot axée sur des moyens donnés aux clubs de banlieue, vous voyez, dans les banlieues des grandes villes françaises. C'est pas le cas de, voilà. Et puis d'ailleurs, les grands clubs de ces grandes villes françaises, ils vont piocher dans leur banlieue maintenant. Voilà, ils ont les joueurs à côté, hein. C'est ça le truc. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils vont moins chercher de joueurs africains aujourd'hui. Ils ont des joueurs qui ont la même qualité physique que les joueurs africains à côté de chez eux, quoi. Voilà. Donc c'est aussi une forme de discrimination. Voilà, une discrimination qui s'est faite euh, au bénéfice, on va dire, des joueurs issus des grandes banlieues françaises par rapport à ceux issus des petites banlieues ouvrières ou des petits villages qui, eux, ne peuvent, depuis 20 ans, ne peuvent pas rêver de devenir des futurs Michel Platini ou même des N'Golo Kanté, vous voyez, simplement parce que ils n'ont pas ils sont pas nés au bon endroit, quoi. Voilà. Donc en réalité, vous voyez qu'il y a une discrimination, il y a un vrai problème de discrimination géographique derrière, puisqu'aujourd'hui, je crois que un jeune footballeur de Jeuf, il peut faire des plans sur la comète, mais il sera jamais comme ça. Alors là aussi, j'ai les statistiques, j'ai les chiffres. Euh, c'est simple, hein. Vous regardez l'équipe de France là qui a gagné l'autre jour la Coupe du Monde. Sur les 23 joueurs, vous en avez 80% qui sont nés dans ou qui ont grandi. Ils sont pas forcément nés, mais en tout cas ils ont grandi. Ils sont venus, c'est-à-dire à un âge assez, ils sont venus petits quoi dans ces banlieues-là. Donc dans les trois grandes villes de France, hein, qui sont Paris, Marseille, Lyon. Voilà. Vous avez regardé la plupart, ils sont nés dans les environs de Paris, de Marseille et de Lyon, où ils y ont grandi. Ah, je prends l'exemple par exemple de Blaise Matuidi, lui il est né à Toulouse, mais bon, qui est déjà quand même une ville assez importante, mais il a déménagé petit, je dis pas de bêtises, je crois que c'est un long jumeau, ou je confonds avec un autre, enfin bref, en tout cas en banlieue parisienne. Et du coup, il a grandi en banlieue parisienne. D'autres sont à Évreux, c'est pas très loin aussi de la couronne parisienne. Voilà, donc vous avez des joueurs qui voilà qui ont grandi pas loin de là où ça se passe, quoi. Voilà. Et du coup, forcément, ils ont plus de chances d'être repérés que les autres. Alors ça n'enlève rien à leur talent.
c'est des joueurs qui sont très bons. Voilà, mais il y a d'autres joueurs très bons aussi, qui peuvent aussi gagner des coupes du monde, mais qui n'ont pas cette chance-là. Voilà, simplement parce qu'ils habitent pas en banlieue parisienne, ou en banlieue marseillaise, ou en banlieue lyonnaise. Et alors vous avez, c'est vrai, quelques exceptions. Il y a par exemple Benjamin Pavard, voilà, qui lui est né à Maubeuge, il est né dans le Nord. Alors c'est vrai que je me disais en plus, je disais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un ch'ti. Il y a eu le cas de Ribéry, hein, voilà, sinon c'était le dernier cas qu'on a pu voir en équipe de France. Et je me suis dit voilà. Et là j'ai joué un jeune ch'ti, mais quand on fouille un petit peu, on se rend compte que ces joueurs, que ce soit Pavard, que ce soit d'autres comme Hernandez aussi, ce sont des joueurs qui en réalité ont déjà de la famille, voire des fois le père directement, qui était footballeur professionnel. Donc ils sont déjà dans le milieu, ce qui peut donner des passerelles ou des facilités pour pouvoir accéder ensuite à- au milieu du foot professionnel. Voilà, ça c'est pour montrer aussi qu'il y a, mais ça c'est pas seulement en France, hein, ça c'est dans beaucoup de pays. En Espagne ça se fait beaucoup depuis longtemps d'ailleurs. Effectivement, quand on est, il y a des espèces de familles qui sont des véritables clans de sportifs et qui se qui se donnent les places entre eux, quoi. Ça, c'est et c'est vrai qu'en France, on commence à voir ce phénomène-là aussi. C'est comme ça qu'il y a certains blancs qui arrivent à continuer à avoir des places en équipe de France, parce que simplement ils font déjà partie de familles qui sont déjà dans le milieu, on va dire. Et ça, c'est ce qu'on retrouve, c'est la reproduction professionnelle, voilà, dans le même secteur. C'est des sortes de castes en réalité du football qui existent aujourd'hui. Mais je dis, c'est pas qu'un problème français. Ça, c'est dans toute l'Europe. Alors, il y a une seule exception réelle pour moi qui est celle de Griezmann. Griezmann, effectivement, il est de Mâcon, voilà, c'est en province, Mâcon, c'est quand même une ville assez importante, mais c'est pas une grande banlieue française, voilà. Donc Griezmann, lui, a réussi à arriver voilà, là où il est, mais encore une fois, lui, il n'a pas été repéré par un centre de formation français. Je veux dire, Griezmann, quand on regarde son historique, il a été repéré très jeune par un club espagnol. Ce sont des Espagnols qui sont venus le chercher pour le ramener en Espagne. Griezmann, d'ailleurs, il faut regarder, hein, Griezmann a une mentalité et je dirais comment dire, même un peu une philosophie de jeu qui est plutôt espagnole. C'est pas simplement parce qu'il a été formé en Espagne, à Real Sociedad, à San Sebastián, et ensuite il est parti à l'Atlético Madrid. Euh, je veux dire, si les Espagnols n'avaient pas été le chercher, Griezmann aujourd'hui serait peut-être un joueur de CFA2. Voilà. S'il jouerait dans un petit club, bon, voilà, il aurait son petit prestige local, mais il serait pas, voilà, il jouerait au niveau régional, quoi. Voilà, il jouerait pas au niveau où il est aujourd'hui. Simplement parce que en France, personne, à mon avis, lui aurait donné sa chance. Enfin, je pense vraiment. Voilà. Donc voilà pour ce problème-là. Alors c'est vrai que je voulais parler du jeu un peu avant de l'équipe de France. C'est vrai que l'équipe de France a beaucoup été critiquée par rapport à son jeu, voilà. Mais enfin, c'est vrai que c'est pas un jeu. Après bon, chacun a sa vision du foot, hein. Moi je suis plutôt pour le jeu plutôt à l'espagnol. Voilà. Mais bon, après je reconnais que ce qui a sauvé un petit peu la France, c'est qu'ils ont eu notamment un attaquant très flamboyant qui a mis des beaux buts. Et voilà, ils ont mis des buts assez spectaculaires. C'est ce qui a un peu sauvé l'équipe de France sur le plan du spectacle, parce que je pense qu'elle aurait été beaucoup plus critiquée si elle avait gagné, par exemple, à chaque fois les buts avec, enfin les matchs avec un but d'écart. Là, on aurait dit c'était très moche. Là, bon, certains disent que c'était un peu une victoire un peu moche, mais bon, comme il y a quand même eu, c'était quand même assez spectaculaire par moment, donc du coup, voilà, ça compense un petit peu. Mais c'est vrai que bon, c'est le foot actuel, effectivement. L'équipe qui devait gagner cette Coupe du Monde était plutôt une équipe avec une grosse attaque, mais pas forcément un jeu de possession très flamboyant, pas forcément un jeu très alléchant. Voilà. C'est comme ça, mais c'est vrai que bon, on peut comprendre les critiques. Voilà, c'est pas choquant. Quand on connaît vraiment le foot, c'est vrai on peut être un peu frustré de cela. Voilà. Et c'est vrai que j'ai entendu une analyse très intéressante d'un entraîneur amateur de sport, j'ai entendu ça à la radio, hein, s'exprimer là-dessus, et il disait que ça c'est pas le style de jeu qu'a mis en place Deschamps, c'est pas un style de jeu qui permet de gagner sur la durée. Et je pense qu'il a raison. Je pense que malheureusement cette équipe de France ne va pas rééditer cet exploit, en tout cas même pas au prochain Euro à mon avis. Voilà, c'est pas quelque chose qui peut durer longtemps. Alors bon, peut-être que les
les événements le feront mentir, mais en tout cas, c'est vrai que je sens que là, ça a été quand même, c'est vrai qu'il y a une part de réussite quand même importante hein, dans la réussite cette année de l'équipe de France. Hein. Donc c'est vrai il faut quand même être assez prudent sur l'avenir de ce point de vue-là. Voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo de bilan sur cette Coupe du Monde et puis de mise au point par rapport, je dirais, à la victoire de l'équipe de France et surtout à ce qu'elle incarne ou ce qu'elle est censée incarner ou ce qu'on veut nous faire croire qu'elle incarne. En réalité, derrière, il y a un gros problème en réalité véritablement d'ascenseur social qui ont été confinés aux banlieues et pas au reste, pas à l'ensemble de la France. C'est pour cela que cette équipe ne représente pas l'ensemble de la France en réalité, comme elle pouvait le faire encore dans les années 80 ou même un peu encore en 98. Voilà. Euh, oui, je voulais dire un mot encore sur un autre sujet qui fâche, et qui pour moi qui a vraiment gâché cette fête qui devait être une belle fête, ça a été les événements honteux qui se sont passés pendant les célébrations. Hein. Euh, voilà, et là, bon, voilà, il y a certains joueurs issus de foot, voilà, issus de l'immigration, donc certaines personnes issues de l'immigration qui ont été exemplaires, c'est vrai, sur le terrain et en dehors. Et puis il y en a d'autres, parce que on sait très bien que la plupart des gens qui ont foutu la merde aux Champs-Élysées ou ailleurs sont des gens issus de l'immigration. Ils viennent aussi des banlieues, donc de là où il y a une concentration d'immigration. Je viens de démontrer par l'équipe de France que c'est le cas, voilà. Et effectivement, bon, parce que parmi ces gens issus de l'immigration, malheureusement, il y en a beaucoup, une proportion très importante de gens qui sont des mal élevés, qui sont voilà, qui dans leur propre pays déjà n'étaient pas forcément des gens très bien vus. Et c'est bien pour ça d'ailleurs souvent qu'ils sont partis. Voilà, donc il y a toujours la même racaille. Voilà. Alors attention, il y a aussi de la racaille chez les Français de souche. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Il y en a aussi. Hein. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, dans les grandes villes, c'est souvent ces bandes issues des banlieues, voilà, qui viennent foutre la merde. Alors voilà, bon, c'est toujours le même problème, mais là aussi, on n'ose pas trop dire les choses vraiment, hein, pour vraiment s'attaquer au problème. Mais, euh, mais voilà, je trouve que symboliquement, vous voyez, derrière le mensonge, il y a la réalité. Il y a cette réalité, j'ai entendu, il y a des centaines de témoignages. Et là aussi, alors je vais faire un peu, c'est vrai que d'habitude, je suis plutôt, hein, vous savez que si vous voyez mes vidéos, vous savez que je suis plutôt anti-féministe. Hein, je suis pas trop une voix féministe, on va dire. Mais là, je suis forcé de reconnaître que j'étais choqué d'apprendre que les femmes ne pouvaient pas se balader dans la rue pendant les célébrations ou participer à ces célébrations sans qu'elles se prennent des mains aux fesses, des mecs qui essaient de les agresser sexuellement. Hein, parce que la main aux fesses c'est une chose, mais après il y a prendre une femme de force et essayer de l'embrasser. Moi, j'aimerais pas qu'on prenne ma femme et que quelqu'un, un inconnu, essaye de l'embrasser de force, hein, évidemment. Donc, et puis toutes les agressions qu'il y a eu à la personne, toutes les dégradations, voilà, bon, il y avait des scènes de folie collective qui sont le cas pour moi de gens qui ne connaissent rien au foot, qui ne sont pas des passionnés de foot, qui sont simplement des petits abrutis qui ont simplement qui ont des vies de merde et qui ont envie voilà, de, de, de s'exprimer, de s'exprimer comme ça, bêtement, voilà. Et je le dis bien pour pas que ce soit perçu comme raciste. Voilà. Il y a beaucoup de ces fouteurs de merde qui sont issus de l'immigration. Voilà, c'est comme ça, c'est un fait. Et puis, il y en a aussi des Français de souche qui sont seulement des petits cons aussi, qui ont des vies de merde et qui ont envie voilà, simplement ils trouvent le prétexte pour se déchaîner, voilà, pour se venger de leur vie de merde sur les autres. Voilà. Et c'est triste à dire, mais vous voyez, il y a encore beaucoup de problèmes à régler en France. C'est pas en gagnant une Coupe du Monde qu'on va les régler. Voilà, mais bon, saluons quand même cette belle victoire. On va finir par une note positive. Saluons ces grands joueurs que sont N'Golo Kanté, que sont Hugo Lloris aussi, qui je trouve qu'il a fait une belle Coupe du Monde. Voilà. Je trouve que les joueurs comme Pogba ou Giroud sont des joueurs moins bien pour moi. Je trouve qu'ils n'ont pas forcément mérité cette Coupe du Monde. Euh, et puis c'est des joueurs qui sont très surcotés par rapport à leur valeur réelle. Simplement, ils ont un certain charisme, ils ont la grande gueule, ou voilà, ils ont des trucs ils font des pubs, voilà. Hein, c'est comme Neymar, hein, c'est comme aussi Ronaldo d'une certaine manière. Pour moi, le meilleur joueur du monde, ça reste Lionel Messi. Voilà, donc voilà, c'est un autre débat, mais bon, voilà, je vais terminer là-dessus. Ça va peut-être susciter des commentaires, mais malgré sa Coupe du Monde assez décevante, mais parce qu'il n'a pas l'équipe pour aussi. Mais Lionel Messi, pour moi, reste le meilleur joueur actuel. Voilà, c'est Lionel Messi. C'est simple, aujourd'hui, le meilleur joueur, c'est Lionel Messi. Il y a 10 ans,
c'était Xavi, espagnol, et il y a 20 ans, c'était Zinedine Zidane. Voilà. Pour moi, c'est sur les 20 dernières années, c'est ces trois-là. Ronaldo est un très grand buteur. De toute façon, c'est un très grand buteur, mais pas plus. Voilà. Lionel Messi, c'est un joueur complet. Ronaldo, pour le reste, oui, c'est un très grand tireur de coups francs aussi, voilà. Mais sinon, Ronaldo, voilà, c'est pas plus que ça. Quand on connaît le foot, quand on analyse, quand on regarde Ronaldo jouer, je suis désolé, mais je peux pas dire que c'est un grand joueur, je peux pas le comparer à Messi. C'est pas possible pour moi. Voilà. Je comprends pas comment on puisse le faire quand on connaît un minimum le foot. Voilà. Seulement Ronaldo, voilà, c'est la grande personnalité médiatique. Et Messi, si c'était pas le grand footballeur que c'était, personne ne parlerait de lui. Voilà. Parce qu'il n'a pas le charisme d'un Ronaldo. On est tous d'accord. Par contre, Messi, c'est sur le terrain qu'il a, voilà, c'est quand il joue qu'on voit sa qualité. Ben, après, bon, je dis pas ça pour dénigrer Ronaldo, hein, ça reste quelqu'un d'assez correct, hein. Quand il était jeune, il était comment dire, moins, je dirais, oui, enfin, je l'appréciais moins, on va dire. Mais aujourd'hui, bon, c'est un mec un peu plus mûr, donc il est plus appréciable de ce point de vue-là. Mais ça reste un joueur, pour moi, oui, un bon joueur sans plus. Voilà, c'est pas, il y a beaucoup de joueurs qui pourrait être au-dessus de lui, je pense. Notamment Luka Modric, par exemple. Voilà. Mais après, c'est difficile de comparer, hein, c'est ça qui est un peu idiot, hein, de comparer les joueurs à des postes différents. Regardez N'Golo Kanté, pour moi, c'est un joueur absolument immense. C'est un des meilleurs aussi je mettrais dans le top 5 des meilleurs joueurs actuels. Le problème, c'est que N'Golo Kanté, voilà, comme dit la chanson, il est petit, il est gentil, mais il a pas la grande gueule d'un Pogba, par exemple, qui pour moi est beaucoup moins fort que lui. Voilà, je vais terminer là-dessus parce que je vais encore lancer des polémiques sur qui est le meilleur, etc. Voilà. Bon, je ferai peut-être des vidéos comme ça, des séries de vidéos sur le sport où j'essaierai de pronostiquer. Je vais peut-être essayer de dire pour moi quelles sont les meilleures équipes des différents championnats européens, là, quand ils vont commencer au mois d'août, au mois de septembre. Et puis peut-être aussi essayer de pronostiquer le vainqueur de la Ligue des Champions. Ça peut être intéressant, voilà, pour voir, pour les gens que ça intéresse. Après, je vais continuer aussi mes vidéos sur d'autres sujets, notamment on va revenir un petit peu à la politique, à la géopolitique, à ce genre de choses. Et je vais présenter mon livre là qui est en cours de publication, le prochain livre qui va parler justement de l'Espagne et du contexte actuel, revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé avec la Catalogne, hein, parce que j'avais parlé de ce sujet-là aussi, je le connais assez bien, étant franco-espagnol moi-même. Donc je vais revenir sur ces sujets-là. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt et puis savourez bien encore, hein, pour ceux qui voilà qui ont encore envie de savourer malgré tous les petits problèmes qu'il y a, mais en tout cas, bon, voilà. Euh, pour les passionnés de foot, voilà, je suis content d'avoir vécu cette belle Coupe du Monde, d'avoir découvert des grands joueurs, voilà. Et puis, je pense d'ailleurs, une petite dernière chose, que Kylian Mbappé, je pense que c'est quelqu'un qui va révéler des surprises, mais pas seulement sur le plan sportif. Sur le plan sportif, c'est acquis que c'est un grand joueur, hein, il n'y a pas de souci. Mais il va révéler des bonnes surprises, et je pense, sur le plan extra-sportif aussi, à mon avis. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, il est encore jeune, donc il est un petit peu après, mais c'est quelqu'un qui m'a l'air assez intelligent. Voilà, je pense que on va avoir des bonnes surprises de ce point de vue-là. Et je pense qu'à mon avis, les journalistes vont moins l'aimer d'ici quelques années. Mais ça, voilà, ça c'est une petite prédiction que je fais aussi. À mon avis, Mbappé, c'est quelqu'un qui cache un petit peu son jeu aujourd'hui, mais on va le découvrir vraiment, sa personnalité dans quelques années quand il va en plus s'affirmer encore plus. Voilà, et on va être assez surpris à mon avis, hein, je le sens bien. Voilà. Bon, au revoir.